moi, ce qui me met en paix personnellement, c'est d'être en vie. Et dans la messe, le prêtre, il dit « Tuez-les, Dieu vous pardonnera ». On vient de parler de la catastrophe. On va maintenant aller vers ton arrivée en France et la reconstruction. Est-ce qu'il est possible de faire la paix, de pardonner ? J'ai rencontré des rescapés de la Shoah et ça m'a sauvée parce que je me suis dit, ils ont 60 ans de plus que moi. Quand on regarde dans les livres, on entend des témoignages de ce qui s'est passé, etc. Mais on ne nous raconte pas comment on fait après. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous connaissez le tableau de Magritte qui représente une pipe et en dessous il y a écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Ce n'est pas Jacques Attali. Voilà, donc pour celles et ceux qui s'attendaient encore à Jacques Attali, je vous présente Annick Caïtesi-Josan. Jacques Attali, qui était prévu à un empêchement professionnel, mais c'est pas grave parce que ce qu'on va se dire aujourd'hui est probablement ce que vous allez entendre de plus important sur ce festival. Et ce que je propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci David pour l'invitation. Donc Annick, tu es psychologue clinicienne. Tu as grandi au Rwanda, que tu as quitté à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, tu interviens auprès d'entreprises et de dirigeants pour des gestions de crise notamment. Tu as publié 2 livres, Nous existons encore, en 2004, chez Michel Lafon, et plus récemment, Même Dieu ne veut pas s'en mêler, on parlera peut-être de ça d'ailleurs, au Seuil en 2017. Tu as grandi à Butare, dans le sud du Rwanda, et tu es une rescapée du génocide des Tutsis, durant lequel tu as perdu ta mère et ton petit frère. Tu ne connaissais pas personnellement les assassins, mais tu connaissais personnellement ceux qui vous ont dénoncé. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Oui, donc moi je suis deuxième d'une fratrie de 4. Mon père s'appelait Athanase, ma maman Speciosa. Ma sœur aînée, elle s'appelle Aline, elle est vivante. Donc je suis la deuxième. J'avais une petite sœur qui s'appelle Apolline et un petit frère qui s'appelait Aimé. Donc en avril 1994, mon père et ma petite sœur sont décédés. Ils sont décédés quelques années auparavant dans un accident. Donc je suis avec ma mère, ma sœur aînée, mon petit frère. Et nous avons une cousine qui est arrivée le 6 au soir. Elle étudiait au Congo voisin. Ma mère était sa marraine et ma mère lui a dit « Mais reste le soir et tu reprendras le bus demain ». Et le 7 au matin, le président Habyarimana est tué et les massacres ont commencé, le pays est bouclé et ma cousine donc reste avec nous. C'est la première. La ville dans laquelle nous vivons, Butare, est la seule qui a un préfet Tutsi. Ce préfet-là ne met pas la machine en marche, si je peux dire ça comme ça. Il faut attendre le 19 avril, quand le président intérimaire, qui est originaire de Butare, vient pour, ils appellent ça, les mettre au travail. Donc, le préfet est tué cette nuit-là, avec sa femme et ses 2 enfants, dont Karine, qui était ma camarade de classe et une amie. Nous, ce matin-là, donc le matin du 19 avril, ma mère décide d'aller nous cacher. Elle travaille dans une école qui s'appelle une école sociale, c'est une école pour filles. Comme nous sommes en vacances, l'école est quasi vide, il n'y a que ma mère, l'équivalent du CPE qu'on appelle le préfet des études, avec sa femme. C'est un jeune couple, ils ont des jumeaux de 18 mois. Donc notre famille, et il y a 5 veilleurs de nuit. Donc c'est plutôt calme et une petite équipe. Donc ma mère décide de nous cacher à l'infirmerie de l'école. On va rester cachés là pendant 10 jours. Et le 30 avril, le CPE donc vient toquer à la porte de l'infirmerie et il dit à ma mère « Les tueurs sont dans le quartier, ils fouillent les maisons, je pense qu'ils ne vont pas tarder ». Il repart, 10 minutes, un quart d'heure plus tard, il revient avec toute une bande de tueurs, ils sont peut-être, je dirais, une centaine, ils sont très nombreux. Donc ils prennent ma mère, ils lui demandent de la suivre, ils la sortent de l'infirmerie. Quelques minutes après, il y a un autre groupe qui vient nous sortir.
moi, à ce moment-là, je vois, parce que c'est important, qu'elle n'a pas pris son trousseau de clés. De manière un peu comme ça, automatique, je me dis, mais elle a oublié ses clés qui ne la quittaient jamais. Elle était gestionnaire à cette école. Donc nous partons et ils l'ont mise dans son bureau. Il la tue à ce moment-là. Ça se passe très rapidement. Donc, il la tue. Il y a un camion qui vient. Alors j'expliquais ça à David, mais vous allez trouver que ce n'est pas rationnel, mais je crois qu'il n'y avait pas de rationalité. Enfin, moi, je n'essaye pas de la trouver parce que je pense qu'on est au-delà de la rationalité. Il y avait un camion qui était là parce qu'en fait, ils avaient décidé que les satellites les voyaient tuer, donc il ne fallait plus tuer les gens dans leur maison, mais aux fosses communes. Donc le camion était venu pour nous amener aux fosses communes. On nous demande de monter dans le camion. Au moment où je vais monter, il y a un des miliciens qui voit j'ai le trousseau de clés et il me tire de côté. Donc ma soeur, mon frère et il y a 2 cousines. Donc il y a une deuxième cousine qui nous a rejoints dans ces 10 jours, qui a réchappé à un massacre où vivait sa grande sœur, qui était notre plus grande cousine, qui avait été tuée avec son mari et son bébé. Elle venait d'avoir un bébé. Et donc avec mes 2 cousines. Je peux être émue, mais Donc, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. D'ailleurs, je ne pleurais pas quand j'étais enfant, mais depuis que je suis devenue maman, je pleure un peu plus facilement. Mais voilà. Et donc, il les allonge, et puis il leur met dessus le corps de ma mère, et ils partent. Donc, je vais vous raconter la partie que m'a racontée ma sœur qui a survécu. Et puis, je reviendrai à ma situation. Donc, il les amène, il jette ma mère au bord de la route un peu plus loin, et puis il les amène les autres à la fosse commune, il les tue tous, et ma sœur aînée est laissée pour morte, elle survit. Je reste là, finalement, je n'ouvre aucune porte, puisque de toute façon, il y avait le CPE, toute cette équipe, et puis même eux-mêmes, ils pouvaient les casser ou les ouvrir à les portes. Le camion qui devait revenir ne revient pas. Et surtout, on les appelle pour aller à l'église de notre ville, où ce jour-là, il y a 5000 personnes, plus ou moins. Et ils ferment l'église, ils jettent des grenades dedans, ils tirent dans le tas. Donc, ils tuent je crois que c'était 5000 personnes. Donc, ils partent tous à l'église. Excusez-moi. Le CPE donc, et sa femme, ils me disent de m'occuper de nettoyer le bureau où ils ont tué ma mère. Et c'est là où je comprends aussi qu'en fait, ils ont frappé sa tête parce qu'elle a pris plein de papier pour un peu s'éponger le sang. Donc je passe cet après-midi-là. J'insiste sur ça parce qu'en fait, ce qui a duré quelques minutes est très long. On parlait de reconstruire, pour reconstruire. Donc, par exemple, moi, je passe des heures à nettoyer ce bureau. Enfin, j'y suis jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, le soir, le CPE et sa femme, ils m'enferment dans une chambre. Je reste dans cette chambre-là jusqu'au lendemain. Et le lendemain, les tueurs reviennent. Et quand ils reviennent, il vient m'ouvrir il vient ouvrir la porte et il me dit « Les gens que tu attendais sont revenus ». Le CPE te dit ça. Le CPE me dit ça. Autant la veille, j'avais pas forcément eu peur, mais je pense que c'est parce qu'on était tous ensemble. Mais là, vraiment, j'ai très peur de mourir toute seule. Donc, je peux pas marcher, ils me traînent et ils m'amènent à leur camionnette. Et là, il y a un militaire qui passe parce qu'en fait, l'école a une ferme qui vend des œufs, du lait, des légumes, etc. Et il y a un militaire qui a des œufs dans la main. C'est la seule chose dont je me souviens pas de son visage, qui pense qu'en fait, ils m'ont gardé pour me violer. Donc, il leur dit, mais c'est une gamine. Et je ne savais pas qu'on violait, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Et il les chasse. La bande de tueurs qui devait être une dizaine.
Et il me laisse avec le CPE et sa femme en leur disant qu'il reviendra me voir. Donc il n'est jamais revenu, mais c'est comme ça que je survis. Donc il y a une série de hasards qui t'ont sauvé la vie d'une certaine manière. Oui, le trousseau de clés, oui. Pourquoi à ce moment-là il dit reste là, il t'emmène pas avec les autres parce qu'il pense que tu vas lui ouvrir les différentes pièces de l'école. Oui. Il y a le militaire que tu croises par hasard. Donc c'est une série de hasards. C'est une série de hasards, parce qu'on me demande souvent mais comment tu as survécu, etc. Parce que là on est au début du mois de mai et les massacres se terminent au début du mois de juillet. Donc je reste dans cette école pendant 2 mois. Et ces personnes ils se connaissent. Hein. Moi, je pense que ma mère, quand elle s'est fait tuer, elle pensait toujours que nos voisins, le CPE et sa femme, c'était vraiment ses amis, parce qu'ils étaient amis, ils étaient collègues. On habitait dans une maison... Oui. Et ta mère, elle était gestionnaire de l'école, en fait. Ma mère était gestionnaire de l'école. Et le CPE, c'était donc son collègue et son ami. C'était son collègue, son ami. La femme était enseignante dans cette école. Et donc tu m'as dit, je ne connaissais pas les tueurs, mais le CPE, il va se changer en tueur. C'est 3 jours plus tard, après la mort de ma mère, qu'il y a un de leurs collègues qui vient, qui s'appelle Victor, qui vient demander des habits secs et un verre d'eau. Au Rwanda, il n'y a pas d'hiver, pas d'été, mais il y a une saison de pluie et une saison sèche. C'est la saison des pluies. Et donc, il est trempé. Et le CPE me dit, tu restes là, mais tu n'ouvres pas les portes. Donc il part, moi je pense qu'il va chercher des habits, et je pense que Victor aussi pense ça, mais en fait il fait signe aux veilleurs de nuit pour venir tuer Victor. Donc ils viennent et ils tuent... ils tuent leurs collègues. Ils tuent leurs collègues. On est derrière la porte, mais à un moment donné, un râle qui sort de son corps, et la femme, elle ouvre la porte en disant « Enlevez-moi ça de là, parce que ça va réveiller mes enfants ». Donc ils prennent Victor et ils vont le jeter un peu plus loin. Il y a une petite chapelle et un bois, donc ils le jettent là. Donc finalement, ils n'ont pas tué ma mère, mais ils ont tué Victor. Et je vais peut-être faire le lien tout de suite, parce qu'en 97, j'apprends que la sœur de Victor est vivante, et donc je retourne au Rwanda pour lui dire où est son frère. Là, les veilleurs de nuit travaillent toujours à l'école, la CPE le CPE est toujours à l'école, sa femme est toujours enseignante, etc. Et je les dénonce à la ville. Ils sont tous arrêtés. Leur procès a lieu 5 ans plus tard. Là, c'est en 2002. Et je vais témoigner. Et quand je vais témoigner, j'appelle 2-3 copains. On n'est pas beaucoup de survivants, donc on est à peu près 4 d'un côté de la salle, et ils sont 200. La femme du CPE ne travaille plus à l'école, mais elle travaille dans une ONG internationale. Ils lui ont prêté 2 énormes 4x4 pour ramener son mari, parce qu'évidemment que je mens. Et ceux qui disent tous, il y en a un qui dit « Non, mais moi, j'avais la malaria, j'étais à la maison. » Sa femme, ses voisins, tout le monde dit « Mais oui, il était à la maison. » Il y en a un autre, sa femme avait accouché, il n'était pas là. Donc, ils n'étaient pas là. Et Victor, il s'est fait certainement tuer par une bande de tueurs inconnus. Et ils sont tous libérés à ce moment-là. Et la femme du CPE, elle vient me voir, elle me dit « Sale ingrate, avec tout ce qu'on a fait pour toi ». Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, après la mort de ta mère, tu vas rester 2 mois. Je vais rester 2 mois au service du CPE et de sa femme. Donc ils me changent dans leur bonne à tout faire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, elle est venue me voir quelques jours après la mort de ma mère. Elle est allée au marché. Et elle vient, elle est toute hilare, elle est assez contente, elle a été en ville, elle a rencontré des gens, et surtout elle a vu le corps de ma mère qui se faisait manger par des chiens. Et quand elle me dit ça, au fond, je sais qu'elle je me dis, peut-être la décence, la mienne, voudrait que j'aille couvrir ma mère. Mais je sais que si je sors de là, je me fais tuer. Donc je reste là, mais je crois que vraiment je la méprise profondément. Parce que
je trouve qu'ils ont déjà touché le fond, mais là, c'est le fond du fond du fond. Et donc, je décide qu'en fait, moi, je vais rester l'enfant de ma mère. Donc, je suis à leur service. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Tout ce que j'ai à faire, je le fais parfaitement bien. Donc, je leur lave leurs habits, je les lave parfaitement bien, je leur fais à manger. Je n'avais jamais fait à manger. J'ai plutôt grandi dans une famille qui était, je vais dire aisée, parce que mon père était médecin, et où on se faisait beaucoup aider. Ma mère, elle nous faisait la guerre pour qu'on fasse notre lit, qu'on débarrasse notre table, etc. Mais j'avais déjà vu faire à manger. Donc je vais me mettre à faire à manger et je vais le faire bien. Je m'occupe de leurs enfants et je m'en occupe bien parce que je veux absolument, moi, rester l'enfant de ma mère. Donc ça dure 2 mois. Donc ça dure 2 mois. Entre-temps, peut-être après 1 mois ou en tout cas quelques semaines, ma sœur aînée revient. Parce qu'en fait, elle a pu quitter la fosse commune. Elle est vraiment très gravement blessée. Elle a été récupérée par une équipe de la Croix-Rouge qui l'a amenée à l'hôpital. Et il y a un médecin qui est venu voir s'il n'y avait pas quelqu'un, parce qu'il retournait tuer les blessés à l'hôpital. Et donc il la ramène à l'école avec moi. Donc j'ai ma sœur à m'occuper, puis je m'occupe des corvées. Il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que vers la mi-juin, en fait, si je peux revenir un peu en arrière, les massacres contre les Tutsis ont commencé bien avant 1994. Ça a commencé au moment de la décolonisation avec des pogroms qui ont chassé les Tutsis à l'extérieur. Donc tous ces Tutsis-là, ils sont au Congo, au Burundi, en Ouganda. Notamment ceux qui sont en Ouganda sont allés à l'armée et ils ont décidé de créer une guérilla. Le Front patriotique rwandais. Le Front patriotique rwandais, qui réclamait le retour au Rwanda. Donc ils ont attaqué militairement en octobre 1990. Et au moment où les massacres commencent, en réalité, il y a des pourparlers, ce qu'on appelle les accords d'Arusha, pour permettre à ces réfugiés de revenir, d'intégrer la guérilla dans l'armée rwandaise, etc. Et les extrémistes Hutus, justement, ils vont tuer le président parce que lui, il a les mains liées, il ne peut plus rien faire. Or, ils ne veulent pas que ces Tutsis-là reviennent. Donc, le FPR avance petit à petit, et c'est grâce à lui qu'on est resté en vie parce que le reste du monde a regardé ailleurs. Et au fur et à mesure qu'il avance, les Hutus fuient. Donc il y a à peu près 1 million de Hutus qui fuient vers le Congo. Et tu dis que tu entends le bruit d'ailleurs des pas sur les routes. 2 millions de personnes qui marchent sur une route, ça fait un bruit. Ça fait un bruit, je ne peux pas vous le décrire. Ça fait une espèce de brouhaha continu. Et ils passent juste en dessous de l'école. Il y a une ONG suisse qui s'appelle Terre des Hommes, qui est présente au Rwanda et qui récupère normalement des enfants, et ils ont réquisitionné l'école pour en faire un orphelinat. Donc là, à la mi-juin, il y a à peu près 1 millier d'enfants. Ils essaient d'évacuer les plus petits ou les gravement blessés enfermés dans des containers vers le Burundi. Et la guerre, ou en tout cas la bataille militaire, si je peux appeler ça comme ça, se rapproche de plus en plus du sud du Rwanda vers la fin du mois de juin. Et c'est là où le CPE, sa femme et les veilleurs de nuit partent au Congo, et que nous, on est enrôlés dans on nous inscrit dans cet orphelinat, et on va pouvoir être évacués avec les autres enfants au 3 juillet. Donc ça, on vient de parler de la catastrophe. On va maintenant aller vers ton arrivée en France et la reconstruction. Est-ce qu'il est possible de faire la paix, de pardonner? Mais avant, une question quand même. Ta mère est morte parce qu'elle a été dénoncée par un collègue et quelqu'un qu'elle croyait être un ami. Oui. Ces collègues, ils n'ont pas tué directement ta famille, mais ils ont tué ce professeur, Victor. Oui. Comment des gens ordinaires, même avec des idéologies de haine dans la tête, parce que c'est vrai que la radio tournait à plein régime à ce moment-là sur l'envie de génocide, mais comment des gens ordinaires peuvent devenir des tueurs et des gens qui tuent leurs propres collègues, leurs propres voisins, leurs propres amis, selon toi? Alors, moi, si je ne l'avais pas vécu, je ne suis pas sûre que je pourrais le croire. Comment ça a changé, je ne veux pas dire tellement rapidement, parce que donc les massacres ont commencé longtemps avant. Les Tutsis, ils ont été chassés
de l'administration, par exemple. Ma mère, elle a été virée de son boulot en 90, c'est comme ça qu'elle est venue gestionnaire de l'école. Il y a des quotas pour entrer dans les classes. Il y a... on les appelle les cafards, les Tutsis, depuis assez longtemps. Ça s'appelle Inyenzi en Kinyarwanda. C'est OK de tuer un Tutsi si on veut prendre sa terre. C'est OK. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement... Ça fait partie un peu du discours. Alors moi, ça me fait toujours un peu peur, tous ces petits mots qu'on utilise, sans se rendre compte dans quelle situation ça nous met et dans quelle situation ça met ceux qui sont face à nous. Hier, je te parlais de l'expression qui, moi, à chaque fois je suppose qu'elle me fait, mais en tout cas, j'entends beaucoup, dans ce pays, on dit beaucoup, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et en fait, moi, je suis le fond de la cuvette de la misère du monde. Et quand on appelle les autres la misère du monde, dans quelle situation ça nous met? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter qu'ils vivent? Et qu'est-ce qu'on accepte qu'ils vivent? Parce qu'on voit bien ce qui se passe, notamment avec ceux qui se noient dans la Méditerranée, par exemple. Et je pense que ça arrive comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive parce que les gens sont des sauvages, je ne sais pas. C'est quelque chose qui arrive parce que pendant longtemps, on a intégré dans notre vocabulaire, dans notre façon de voir l'autre, dans notre supériorité, si je peux dire, à ce que c'est acceptable ce qui peut leur arriver. Donc tu pars en France à l'été 1994, tout est effondré pour toi, c'est-à-dire tu as perdu ta famille, tu as perdu tout, vous avez été dénoncé par des collègues et des amis, le bien et le mal, le sens des mots, tout est à recommencer. Est-ce qu'on peut recommencer quoi que ce soit après ça? Tu vois, dans quel état d'esprit tu es quand tu arrives en France? Alors, quand on arrive en France, c'est des amis de ma mère qui nous ont aidés, et notamment pour que ma sœur soit soignée. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est qu'elle se fasse soigner, parce que j'ai fait de mon mieux, mais elle était très blessée. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut enterrer ma mère. En fait, quand elle était... après la mort de notre père, et je pense que c'est le cas de nous tous, et notamment de nos enfants, j'ai des enfants aujourd'hui, je le vois, moi je faisais des cauchemars où ma mère, elle mourait. C'était vraiment quelque chose qui m'habitait. Ma mère, elle me rassurait, elle me disait, mais regarde, je ne suis pas malade, etc., je vais bien, etc. Et quand elle a été tuée, je me suis dit, mais elle est morte. Et la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher, et notamment après que la femme du CPE m'a dit qu'elle se faisait manger par les chiens, c'est que je me devais de l'enterrer. Et donc ces deux choses-là me tiennent, mais enfin, je ne vois pas autre chose, je n'ai pas forcément des grandes envies pour moi, je n'ai pas une idée de moi-même. Je sais que ça va prendre du temps, on a pris 8 heures d'avion, donc je ne peux pas y retourner à pied au Rwanda. On nous demande, pour pouvoir rester, de demander l'asile. On demande l'asile et on nous explique qu'en fait, pendant 10 ans, on ne peut plus retourner au Rwanda. Et moi, je pense que ça va faire 10 ans où je ne peux pas aller la chercher. Mais en même temps, ma sœur est très malade. Donc tu es tiraillée en fait, entre ta sœur qui est en France et que tu dois soigner, et ta mère à qui tu veux donner une sépulture là-bas. Oui. Et finalement... je me dis, elle est morte. On l'enterrera quand on pourra aller l'enterrer. Mais ma sœur, elle est vivante. Il faut qu'elle se fasse soigner. Et la seule solution qu'on a, c'est l'asile. Et c'est 10 ans. Voilà, c'est la règle du jeu. On nous met à l'école. Et dans des familles d'accueil. On est dans une première famille d'accueil. On va en faire 2. On rentre à l'école. Et... moi, j'ai envie de devenir médecin comme mon père. Mais ça, je le disais depuis que j'étais toute petite, je voulais devenir médecin comme mon père. Et on me dit, mais non, mais c'est impossible, tu as 15 ans, tu es en 5e, tu ne parles pas français, tu vas faire un CAP et c'est déjà très bien. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que tu ne parles pas français non plus à ce moment-là.
quand tu arrives en France? Quand j'arrive en France, je ne parle pas français. Enfin, je parle français comme un enfant de 5e qui apprend l'anglais. Donc, je sais dire Pierre, monte à la colline, mais c'est à peu près tout. Brian is in the kitchen. Exactement. Mais c'est à peu près tout. Donc, j'apprends le français. Alors, ça fait un peu rire mes enfants parce que moi, j'apprends le français en écoutant Nostalgie. Donc, toutes les chansons de Nostalgie, je les connais toutes par cœur. Dès qu'ils me disent un mot, je leur fais une chanson Nostalgie. Voilà, ça les fait beaucoup rire. Je lis beaucoup dès que j'arrive à lire. Je regarde la série Hélène et les garçons. Et en fait, je ne la comprends pas, mais j'enregistre et je veux absolument parler comme eux. Et je répète, et je répète, et je répète. Et pour revenir à l'école, les profs me disent, parce que vraiment je reste têtue, je dis je veux devenir médecin, je veux devenir médecin. On me dit, bon, en fait, pour devenir médecin dans ce pays, il faut avoir la nationalité française. Il faut être français parce que c'est des établissements publics. Donc j'avais entendu que c'est le procureur de la République qui autorise la nationalité française. Donc j'écris une longue lettre un dimanche après-midi à un procureur de la République que j'envoie, en lui disant, voilà, moi je fais de mon mieux, mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un m'aide. Et je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais à un moment... Je ne veux pas y arriver toute seule. Et ma famille d'accueil, et là j'ai su que c'était une bonne idée, que c'était une bonne chose. On m'a dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça, etc. Mais il se trouve qu'en décembre 1996, le procureur de la République, il ne me répond pas, mais il me donne la nationalité française. Je reçois un courrier et je vais voir la préfecture et la dame qui est à l'accueil, elle me dit, oui, donnez-moi votre carte de réfugié. Je dis, mais non, mais c'est là, on m'a dit qu'il ne fallait jamais m'en séparer, on ne me donnera pas de duplicata. Et elle me dit, mais non, mais c'est mieux que le papier de l'OFPRA, la carte de réfugié. Prends ce papier-là, moi ta carte, je vais la mettre ici dans le tiroir. Elle appelle un vigile, elle dit, regarde, on a un témoin. Si demain tu veux la récupérer, tu viens et je te la rendrai. Donc je prends le papier. Au Rwanda, on n'avait pas de papier d'identité, donc j'avais jamais eu de papier d'identité. On les avait qu'à la majorité. Et je vais voir ma famille d'accueil et ils sont furieux. Ils disent, mais c'est pas comme ça se passe pas comme ça, c'est n'importe quoi. Là, je me suis dit, en fait, c'est une bonne chose ce qui vient de m'arriver. Alors cette nationalité française, non seulement elle m'a pas permis d'être médecin, mais elle m'a permis de retourner au Rwanda. Et c'est à ce moment-là que je retourne en 97 et que je peux dire à la sœur de Victor, où est le corps de son frère, que j'essaye de me renseigner, etc., que je raconte aux rescapés ce qui est arrivé à ma mère pour que quand ils fouillent des fosses communes dans le coin, on puisse me prévenir et que je vienne voir s'ils sont dedans. Alors, comme on parle de la paix aussi, on va parler de ta quête de paix intérieure. Ouais. Mais avant, quand même, tu continues de faire l'expérience du mal dans les familles d'accueil. Oui. La première famille d'accueil où on arrive, quand on arrive, le mari, il n'est pas là. Il est pasteur, il fait des études de théologie, donc il est parti évangéliser. Et quand ils reviennent, il se met en tête de me violer, de m'agresser sexuellement. Il fait des doubles de clés de la douche. Je ne peux pas être jamais toute seule. Le mercredi après-midi, quand il n'y a pas cours, moi je suis obligée de passer mes après-midi à marcher dans la rue pour ne pas me retrouver toute seule à la maison. Je le dis aux sœurs, en fait, l'école dans laquelle ma mère travaillait était dirigée par une communauté religieuse dont la maison mère est à Paris. Et cette maison mère, c'est elle qui nous a payé les billets d'avion pour venir en France. Après que, au moment, j'en reviens un peu en arrière, mais quand entre le 7 avril et le 19 avril, les gens ont pu fuir à Boutaré puisqu'il n'y avait pas les massacres. Et les religieuses qui géraient l'école sont parties. Ma mère est partie les voir pour qu'ils nous mettent dans la voiture avec eux. Elles ont refusé. Elle a dit, prenez au moins mes enfants. Elles ont refusé. Elle leur a demandé, prenez un de mes enfants. Elles ont refusé. Et là, on arrive donc, je dépends beaucoup d'eux, c'est eux le conseil de famille pour nous en tant qu'enfants de la DAS. Donc je leur dis, ça ne se passe pas bien dans la famille d'accueil, le mari, il n'est pas correct, etc. Et on me dit, mais non, mais je fais des caprices parce que je vais changer de famille d'accueil. Mais il se trouve qu'un mercredi, le propriétaire de la maison
passe et il sonne. Et à ce moment-là, vraiment, il m'a coincée. Et il essaye de me déshabiller, il est dans son peignoir, il a un peignoir et tout nu dessous. Et quand il sonne, je me lève et je sors en courant, je suis débraillée, le propriétaire le voit, et il voit le pasteur, et il me dit qu'est-ce qui se passe, et je lui dis c'est lui, et en fait il m'aide, on va porter plainte, et c'est à ce moment-là qu'on va nous changer de famille d'accueil. Tu te reconstruis quand même, mais au début, ce que tu me disais, c'est que tu te reconstruis toute seule. C'est-à-dire parce que tout s'est effondré. Oui. Au début, tu me dis, en fait, je deviens ma meilleure amie. Oui, parce que moi, j'ai fait l'expérience, et je peux encore la faire aujourd'hui, quand je rencontre des personnes dans une fête ou quelque chose comme ça, on va me dire, alors tu viens d'où ? Généralement, je sais comment ça se passe, donc je dis, je viens de Bretagne. Mais non, mais vraiment, enfin, quoi, tu viens d'où ? T'es de quelle origine ? Oui, parce que t'es bretonne maintenant, il faut le dire. Parce que maintenant, je suis bretonne. Et d'ailleurs, je m'appelle Annick, c'était prédestiné. Et donc, on insiste, donc je dis, je viens du Rwanda. Bon, ça fait longtemps. Je dis, ça fait depuis 1994. Ah oui, mais alors, t'as encore ta famille ? Donc, moi, je le raconte. Mais ce que j'expérimente, et ça fait 30 ans, c'est qu'une fois que j'ai raconté, les personnes me regardent, soit ils me disent c'est horrible, soit ils me disent quelle horreur, soit ils ne disent rien. Mais de fait, la conversation s'arrête. Quand ils arrivent à s'échapper, et je les vois qui cherchent quelqu'un, les appelle, ou je peux voir un verre, comment je vais me sortir de ça, ils ne me parlent plus. Non seulement ils ne me parlent plus, mais ils ne me regardent même plus. Et donc, je triche. Donc longtemps, j'ai vu quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac, je n'avais pas d'amis. Mais c'est pas grave. Moi, si on m'invite pas, je m'invite. J'avais une copine avec qui on faisait des blagues. On sonnait à des portes où il y avait des fêtes chez des gens qu'on connaît pas. Et on disait, on est des potes de Thomas. Et on allait. Il y avait toujours un Thomas. Il y a toujours un Thomas dans une fête. et voilà. Et je me suis dit, moi, si je ne reste pas collée aux autres, ils ne vont pas m'intégrer. Donc pendant très longtemps, je n'ai pas d'amis, mais j'ai été ma grande amie. Moi, je m'aime bien au fond, même beaucoup. Et donc je me faisais des cadeaux. Je travaillais pour payer mon permis. J'ai fait des gardes d'enfants, toutes sortes de petits boulots qui s'est offert à moi. Et ça faisait beaucoup rire ma sœur, mais je me faisais des cadeaux. Donc j'allais acheter des cadeaux. Je les emballais pour Noël, pour mon anniversaire, pour le BAFA quand je l'ai eu, pour le permis de conduire. Et je m'asseyais et j'ouvrais mes cadeaux et je m'extasiais toute seule. Donc voilà, pendant longtemps, j'ai... Et puis tu dis reconstruire du lien, parce que une telle tragédie, ça peut être l'effondrement de la confiance dans les autres. Donc tu dis au début, je fake it until you make it, c'est-à-dire je me force à me faire des amis ou à intégrer des cercles de sociabilité. Oui, je fais semblant qu'on est amis jusqu'à ce que les gens deviennent amis avec moi, mais bon, moi je sais que la position dans laquelle je me trouve, alors il se trouve que, enfin j'ai découvert ça aussi en arrivant en France, que je suis noire, et que je suis une étrangère, et qu'il y a toute une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui fait que c'est compliqué. Le premier petit ami que j'ai eu, quand il est allé me présenter à ses parents, c'était à Noël, il est rentré et il n'est pas revenu. Il m'a laissé dormir dans la voiture, et le lendemain, il est revenu, il m'a dit « mes parents ne veulent pas te voir ». Donc, moi, j'ai fait un peu la paix. Les gens vraiment qui m'aimaient profondément, ils sont morts. Et ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave, je sais que je vais en trouver d'autres. On s'est séparés, mais quand je rencontre quelqu'un, mon mari s'appelle Raphaël, on me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as de la chance, vraiment, il est merveilleux, ton mari, etc. » Et quand il parle c'est vrai qu'il est merveilleux, par ailleurs. Il est merveilleux, par ailleurs. Et quand on parle de moi vis-à-vis de lui, on lui dit « Mais ça ne doit pas être facile de vivre avec elle tous les jours. » C'est facile de vivre avec moi. Tous les jours, enfin, je crois. Mais en tout cas, j'ai cherché des livres pour voir comment ils ont fait. J'ai rencontré des rescapés de la Shoah et ça m'a sauvée parce que je me suis dit, ils ont 60 ans de plus que moi, ils ont vécu 60 ans.
je vais peut-être vivre un peu plus longtemps que ce que je pense. Je n'ose pas trop imaginer. Moi, je n'ai pas vu mes parents grandir. Ils sont morts à vieillir à 40 ans. Donc, par exemple, moi, je suis peut-être l'une des rares personnes qui adore vieillir. Vraiment, j'adore mes cheveux blancs. J'ai hâte de voir des rides. Ma fille, elle regarde toujours, elle me dit toujours pas, toujours pas. Et voilà. Vas-y. Oui. De fait, quand on regarde dans les livres, on entend des témoignages de ce qui s'est passé, etc. Mais on ne nous raconte pas comment on fait après. On ne dit pas, moi j'ai fait ça, etc. Et tu peux faire ça, et c'est compliqué. Donc, je l'expérimente en même temps que je le vis. Quand j'ai eu mes enfants, on m'a dit, mais t'as pas peur du traumatisme générationnel? Je me dis, mais je ne suis pas qu'un traumatisme, j'ai aussi d'autres choses que je peux partager avec mes enfants. Mais c'est toujours un peu comme... on a l'impression que le trou béant est derrière nous, mais en fait, il est toujours devant. Donc, il faut toujours mettre une planche pour pouvoir marcher, toujours mettre une planche pour pouvoir Justement, avancer dessus. On a parlé de la confiance et du rapport aux autres. Parlons aussi du langage. Oui. Bon, déjà, tu apprends le français vraiment quand tu arrives en France, mais surtout, les mots pour toi, les mots qu'on utilise tous les jours, vacances, aujourd'hui c'est un jour férié, soleil, week-end, c'est pas les mêmes mots pour toi? Non. Tout est mort avec moi, avec ma famille, par exemple, oui, on était pendant les vacances, donc moi quand on me dit « Ah super, c'est les vacances », je suis un peu en panique. Le 30 avril, c'était un samedi matin à 11h. J'aime pas les week-ends, j'aime pas quand il fait beau, j'aime pas. Donc Raphaël est tout le temps en train de dire, mais regarde comme il fait beau. Je dis, mais est-ce que tu peux juste le penser pour toi? Parce que je veux bien faire des efforts, mais il y a des choses qui restent profondément difficiles. Le mot comme frère, comme sœur, comme... amis, comme tout ça, il faut vraiment pouvoir le réhabiter. Alors, sur la confiance, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai eu des enfants et que j'ai pu recommencer à zéro. Je me suis dit, en fait, avec ce que moi je connais, je ne sais pas, avoir un samedi sans qui signifie le 30 avril. Donc, je me suis dit, moi, je vais recommencer à zéro avec mes enfants, et je leur ai dit tout petit. Je leur disais, écoutez, moi j'ai l'impression que le monde s'attend à ce que je sois une bonne mère. J'ai l'impression que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour l'être, donc il faut m'aider. Donc mes enfants, ils m'éduquent plus que je ne les éduque. Tu dis que vous vous êtes éduqués ensemble. On s'est éduqués ensemble quand on va dans une fête, on va chez les gens, je leur dis, mais vous m'aidez, il faut vraiment que je me comporte bien. Et quand on sort, ma fille, elle me dit, maman, t'as été parfaite. Ça s'est bien passé. Et effectivement, rire, je pense qu'à part ma famille avant et mes enfants, personne n'avait ri comme ça gratuitement et de manière un peu pure vers moi. D'avoir confiance que je peux bien faire. Il n'y a que mes enfants qui me disent, donc justement ils me disent je fais bien. Mon garçon, il n'est pas très expressif, il dit peu de choses, mais ma fille, elle l'est plus. Mais notamment, l'une des choses qui m'a fait vraiment, moi, de plus beau, et là, il a 16 ans, bientôt 17 ans. Il a eu 15 ans, donc il n'y a pas longtemps. Et ce matin-là, mais ça m'arrive assez souvent, j'avais perdu la voix. Mais on s'y attendait un peu parce qu'il y a des moments où elle ne veut plus sortir. Donc il va au collège et puis on avait réservé, on habitait à ce moment-là, on a beaucoup voyagé en Géorgie, dans le Caucase. Et il revient et il me dit, maman, j'ai pensé toute la journée à toi parce que je me suis dit que ton anniversaire des 15 ans c'était pendant le génocide et que ta mère s'était fait tuer. Et là il commence à pleurer et il pleure pas non plus facilement. Et je ne peux pas lui parler parce que j'ai plus de voix, donc je chuchote en lui disant, mais c'est pas très grave parce que je peux vivre tes 15 ans, je peux voir ce que c'est que les 15 ans. Et alors, il me dit, donc, alors, on va fêter nos 15 ans ensemble. Et on va au restaurant, ça fait vraiment un super resto, et je lui avais acheté, parce qu'il n'arrêtait pas de demander, une montre connectée. Donc, je lui vois, et c'est cette montre-là, je la lui offre, et puis il attend un peu, il me regarde, il me dit, maman,
tu peux la garder pour tes 15 ans. Moi, mon cadeau, c'est que je t'ai. Et donc, je ne la quitte pas, mais c'est aussi, il me dit comme ça, mais surtout, il me donne l'occasion de revivre des relations habituelles. Quand ma fille était petite, elle avait 3 ans, elle m'a dit, un soir, elle me dit, mais maman, t'étais où quand ta maman s'est fait tuer? Parce qu'elle sait que ma maman s'est fait tuer. Mais je dis, j'étais là. Et puis elle me regarde et elle me dit, mais il ne savait pas que c'était ta mère? Ben, je dis, mais si, il savait que c'était ma mère. Et là, elle s'est mise à pleurer en me disant, mais c'est tellement triste, mais c'est tellement triste. Et c'est le seul moment où je me suis dit, mais c'est épouvantablement triste. Mais parce qu'à ce moment-là, en fait, je crois que je n'étais plus dans la position de moi, l'enfant de mes parents, mais plutôt dans la position de la mère de mes enfants. Et je me suis rendu compte que ce qu'on avait fait vivre à ma mère est épouvantable. Parce que moi, je ne peux pas imaginer mes enfants être dans la position dans laquelle je me suis trouvée. Et je me suis dit que ce qu'ils m'ont fait vivre est absolument épouvantable. Mais c'est eux qui m'ont autorisé à mettre un autre mot, que c'est horrible. Elle m'a dit que c'était très triste. Et d'ailleurs, depuis, je pleure. Avant, je ne pleurais pas. Mais Donc, avec tes enfants, tu réapprends les vacances. Avec ton mari, tu réapprends le beau temps, tu réapprends le week-end. Il y a un seul mot qui résiste. C'est maman. Même quand un enfant dit maman quelque part dans la rue, moi, ça me fait sursauter. Et bizarrement, alors que je ne l'aurais pas dit à mes enfants que ce mot-là, il reste douloureux d'une certaine façon, ma fille m'appelle Mam et mon fils m'appelle Madré. Et je ne l'aurais pas dit. Mais peut-être quelque part, ils sentent, et c'est vrai qu'ils ont aussi une extrême bienveillance vis-à-vis de moi. Ils m'en font des cadeaux que je n'imaginais pas. Alors, je vous partage ça parce qu'on vit tous des traumatismes. Et moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que ça nous détruit. Mais ça peut aussi nous donner des choses précieuses. Par exemple, quand il y a eu les 20 ans du génocide, ma fille, elle me dit, mais elle a 20 ans, ta mère, parce qu'elle confond. Enfin, je pense que vraiment longtemps, elle a pensé que ma mère s'appelait génocide. Et je lui dis, mais non, elle n'a pas 20 ans, ma mère, elle aurait eu 60 ans. Et alors, elle dit à son père, papa, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. On va fêter ça. Enfin, on fête beaucoup à la maison. Et on est allé au restaurant. Et donc, on était à l'étranger. Et elle a été dire que c'était l'anniversaire elle a dû dire à toutes ses copines que c'était l'anniversaire de sa grand-mère. Donc, les mères, mes copines, elles m'écrivaient, elles me disaient, mais ta mère est en visite? Je disais, mais non, mais ma mère, elle est morte, et tout le monde le sait. Et au restaurant, elle a fait chanter tout le monde qui pensait que c'était un peu mon anniversaire. Joyeux anniversaire à ma mère. Et c'est toutes ces petites choses-là qui, finalement, moi, me remettent dans un... où justement, le trou que je disais tout à l'heure qui se crée entre moi et les autres, avec mes enfants, je vois que c'est possible que ça ne soit pas un trou, mais que ce soit même quelque chose comme du béton renforcé, quoi. C'est solide. Et avec les amis, tu dis aussi, j'ai développé des stratagèmes pour devenir très vite ami avec les gens avant de leur raconter mon histoire. Parce que tu dis, si je commence par raconter mon histoire, ça crée un trou, un gouffre de communication, et ensuite, la relation, elle est différente. En revanche, si tu deviens ami sans raconter cette histoire, et que l'histoire, tu la racontes chemin faisant, quand les liens se sont créés, c'est pas du tout pareil. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'est très important dans les... Oui, je suis obligée un peu de retarder le moment où je vais raconter mon histoire. Alors, on a beaucoup déménagé. Et souvent, quand on arrive, en fait, je me suis rendu compte que les gens n'aiment pas voir les Noirs dans leur voisinage, neighborhood. Donc, on ne parle pas, on ne dit pas bonjour. Et mes enfants sont bilingues, ils parlent parfaitement anglais, donc je leur dis, on parle en anglais. Et en fait, on pense qu'on est américains, donc ils deviennent amis avec nous. Et bien un peu plus tard,
Je leur dis que je viens du Rwanda et que... Mais voilà, on a déjà créé une sorte de relation. À la plage, tu te fais passer pour une Américaine, non? À la plage, de toute façon, dès qu'on sort de la maison, je leur dis, et c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Moi, je trouve qu'il faut trouver des stratagèmes. Dès qu'on sort de chez nous, et puis ils ont aussi on change beaucoup de langue à la maison. Et la langue la plus rapide pour eux, c'est l'anglais. Donc ils se parlent en anglais, moi je leur parle en anglais. Alors sur le langage aussi, ça compte beaucoup, parce que je ne leur ai pas appris le Kinyarwanda. Je me suis dit, mais ils vont parler cette langue avec qui? C'est une langue où chaque mot est difficile pour moi, parce qu'avec... Peut-être que le génocide a eu ce pouvoir-là, c'est que vraiment il est rentré dans chaque petit espace de vie possible. Le français, c'est ma langue d'exil, si je peux dire. Et on a découvert l'anglais, on a appris l'anglais en même temps que mes enfants. Et en fait, c'est une langue dans laquelle il n'y a pas de... C'est pas pesant, quoi. On découvre. Donc, c'est pas non plus juste pour se faire passer pour que nous ne sommes pas, mais c'est que c'est une langue aussi qui nous aide à avoir une relation à nous, qu'on crée au jour le jour. Et c'est vrai que ça permet d'approcher les autres sans qu'il y ait tout de suite cette marque de génocide qui font que, quoi que je fasse, j'ai vraiment tout essayé, ça fait 30 ans aujourd'hui, les autres ne m'éloignent pas. Et je ne dis pas que c'est la faute des autres, parce que je le vois avec j'ai une amie qui a perdu un enfant il n'y a pas longtemps, un couple d'amis, et j'ai vu que les gens les évitent. Je pense que ça vaut pour tous les moments difficiles qu'on traverse comme ça. Je suis devenue psychologue et souvent ce que je dis, et j'accompagne des situations de crise, je dis aux personnes surtout, restez accrochés. Restez accrochés aux autres. Allez à un dîner même si vous n'avez vraiment pas envie d'y être. Si on vient vous voir, même si c'est plus court, même si c'est un café, il faut y aller. Il faut rester accroché aux autres. Et oui, je partage, mais je partage quand on se connaît un peu et que je peux aussi continuer à rester moi-même. Je suis plutôt quelqu'un de positif, je dirais. Vraiment, je suis en vie, j'adore être en vie et je vis chaque minute. Mais dans le regard des gens, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'absolument triste et déprimé. Et voilà, donc j'ai envie d'abord de créer cette... Tout à l'heure, on disait que quand on se rencontre, tout le reste est possible. Donc j'ai besoin de cette rencontre pour que autre chose soit possible. D'ailleurs, tu disais aussi que les gens, quand tu racontes ce qui a été arrivé, ils savent pas vraiment... Enfin, quand on perd un parent ou un grand-parent, on s'entend dire toutes mes condoléances. Ouais. Toi, ils savent pas quoi dire. Moi, souvent. On me dit quelle horreur. Et j'ai dit... j'écris, alors je patine surtout plus que j'écris, là je galère, et je fais relire à Raphaël, et dans quelque chose que je lui ai fait relire récemment, je disais, mais je ne comprends pas que personne n'ait jamais pris un jour de congé pour être avec moi le 30 avril. Et cette année, il a posé ses jours de congé le 30 avril. et effectivement, c'est ça, moi, qui m'habite, c'est que... la personne qui en parle vraiment le mieux, et c'est toi qui m'as dit de lire, c'est Aaron Appelfeld, qui parle des hommes quand ils sont hommes. Rescapés de la Shoah. Les rescapés de la Shoah, quand ils ne sont pas par terre, où on les a déshumanisés. Donc il parle de l'homme quand il est homme, avant, il ne parle pas du pendant, et il reprend... juste après. Juste après, oui. On va parler un peu de la justice et de la politique, oui. Si tu en es d'accord. Est-ce que la justice t'a aidé à te reconstruire? Alors, je vous ai raconté ma première partie de justice au Rwanda. Oui, là, la réponse est non, clairement. Là, la réponse est non, clairement. En 2013, à Noël 2013, un copain m'a envoyé une vidéo que je n'avais pas vue. C'était un sketch sur Canal+, tourné par Lelouch, joué par
Audrey, je vais me souvenir de son... Audrey Fleurot. Audrey Florence, l'actrice. Et dans ce sketch, c'est une femme blanche qui va adopter les enfants rescapés. Puis elle arrive et dit « Oh, on m'a dit génocide, génocide, mais en fait, ils ne sont pas tous morts, etc. » Et dedans, il chante une berceuse. Fais dodo, Cora, mon petit frère. Maman est en haut, coupée en morceaux, papa est en bas, il lui manque des bras. Et le public rit. Et bien évidemment, moi, les enfants s'approchent, je referme directement l'ordinateur. Je me dis, mais c'est pas possible, on est en 2013. On écrit à Canal+, on nous dit qu'on n'a pas de sens de l'humour. Et ils le rediffusent. Le CSA leur demande quand même, leur fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, un avertissement. Ils le rediffusent. Donc on se dit, avec un avocat, qui s'appelle Richard Gisagala, qui est rescapé aussi, qu'il faut porter plainte. Donc, on porte plainte, notre plainte est classée. On reporte plainte et on nous explique qu'en fait, on ne peut pas, la loi de presse qui punit le négationnisme ne s'applique que aux crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Richard fait son boulot, il trouve un avocat et ils amènent la question au Conseil constitutionnel. Et pour qu'on puisse y aller, il a fallu qu'il y ait au moins un citoyen, parce que les seules associations de résistants ou de déportés pouvaient se faire prévaloir de cette loi-là. Et donc moi, j'ai porté plainte avec l'association, la communauté française de France et l'association des rescapés, qui s'appelle Ibuka. Et en fait, le Conseil constitutionnel nous a donné raison, au nom de l'égalité de la loi. Mais non seulement il nous a donné raison à nous, et moi c'est important pour moi, mais c'est que désormais, cette loi, elle s'applique à tous les crimes contre l'humanité, reconnus par la justice française et la justice internationale. Alors, ça ne me répare pas forcément, mais ça répare la mémoire que je veux garder des miens. Parce que c'est tout ce qui me reste. Et en 2021, il me semble, le président Macron, il est allé au Rwanda. J'ai eu l'honneur d'être invitée pour l'accompagner. Et ça a fait beaucoup rire mes enfants et de voyager en avion présidentiel. Et dans l'avion, ils me demandent, mais qu'attendez-vous de moi? Et je ne m'y attendais pas parce que c'est lui qui m'invite, donc je ne savais pas trop ce que je pouvais attendre. Mais l'image qui me vient en tête, c'est ces moments que j'ai passés, moi, chez le CPE, avec ma sœur qui mourait à petit feu, et où je me dis, mais le monde va savoir et le monde va venir nous aider. En arrivant en France, moi, j'ai vu que le monde... Enfin, je ne savais pas que ça passait à la télé, que tout le monde voyait, et on se rend compte que le monde a su et que le monde ne nous a pas aidés. Et là, ça a été un deuxième effondrement pour toi. Là, sur la confiance, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Parce que toi, tu pensais que personne ne savait, Moi, je pensais que personne ne savait, parce que je pensais que si les gens savaient, ils viendraient à notre secours. Et ce que je lui dis, c'est que je lui demande, pas forcément en tant que président, mais aussi en tant qu'homme, de se souvenir avec nous. Et en Kinyarwanda, je me souviens, ça se dit Ndibuka. C'est le seul mot avec lequel nous, les rescapés, on vit. Alors c'est important, parce que je vais revenir à Paul Feld, parce que Ndibuka, ça veut dire qu'on se souvient qu'on a eu des vies, on se souvient que nos mères étaient des êtres vivants. On veut les... Pour moi, ça les réhumanise. Parce que non seulement on leur a volé leur vie, mais on leur a volé leur mort aussi. J'ai toujours pas retrouvé ma mère, j'ai jamais retrouvé mon petit frère. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose que de vous répéter qu'ils ont été vivants, que de se souvenir. Donc sur la justice, elle me permet au moins d'avoir le droit de me souvenir et de réclamer ce droit-là et le respect que normalement on doit à tous les morts, je pense, de manière un peu... je pense que c'est communément partagé dans toutes les cultures, on respecte les morts.
Et à ce stade, j'ai envie de te poser une question plus abstraite. Il y a un très grand livre d'une helléniste qui s'appelait Nicole Laureau, qui s'appelle La cité divisée. Et c'est un livre sur la refondation de la démocratie athénienne après une horrible guerre civile où il y a eu 20 ou 30% de la population qui est morte. Et ce que les dirigeants athéniens démocrates décident à ce moment-là, c'est que chaque citoyen doit venir prêter un serment d'oubli. Oui. Et ils jurent, ou mnésikako, en grec ça veut dire « je ne me remémorerai pas les atrocités de la guerre civile sous peine de mort ». Oui. Et il y a des citoyens qui ont été exécutés. Tu parles de mémoire, moi je pense plutôt à la mémoire, oui. Mais est-ce que quand on vit parmi ces meurtriers, parce que c'est ça le Rwanda aujourd'hui, oui. C'est qu'on vit encore, les Tutsis vivent au milieu de leurs meurtriers. Oui. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas oublier ? Je pense que peut-être que les Athéniens sont morts en étant des hommes et qu'à partir de là, on peut peut-être, je sais pas. C'est difficile d'oublier quand tout vous rappelle ce qui s'est passé. Moi, ça fait 30 ans que je vis loin, j'ai une vie que j'adore, on voyage, etc. Mais quand je retourne au Rwanda, le Rwanda a fait le parti de la réconciliation. C'est-à-dire que les tueurs qui acceptaient de raconter ce qu'ils avaient fait, de dire où étaient les corps, etc., pouvaient être amnistiés. Et de fait, de toute façon, depuis la nuit des temps, on vit côte à côte, etc., ils vivent ensemble. Là, au mois d'avril, pour les 30e commémorations, les copains m'appellent et me disent « on a trouvé une fosse commune à Boutaré ». Et je demande où c'est, on me dit « ah, c'est derrière le petit aéroport ». L'école était à côté du petit aéroport. Et une fraction de seconde, je me dis peut-être que ma mère, elle est là. Et finalement, je rappelle ceux de l'association dans la ville en disant « mais c'est exactement où la fosse commune ?» Il me dit « mais non, mais c'est plutôt vers l'église, donc c'est beaucoup... » Personne n'aurait pris la charge de porter le corps de ma mère. Jusque-là, il y avait des fosses communes absolument partout. Mais je suis allée à l'enterrement de ces personnes. Et ces personnes étaient découvertes sous une maison. Il y a des gens qui ont construit leur maison sur une fosse commune de 2000 personnes. Et comment est-ce qu'elle a été découverte ? C'est que, comme dans toutes les générations, la génération d'après elle a un peu plus de moyens, donc leur petit-fils a voulu faire une clôture en briques. Mais en précisant bien, vous creusez plutôt là-bas et pas ici. Et les maçons, ils se sont dit, mais non, mais on ne va pas aller tout le temps faire le tour, on va creuser une voie pour passer. Et là, ils découvrent un corps. Donc, la mairie vient, ils disent, bon, on va fouiller tout le jardin, ils découvrent 130 corps. Et ils se disent, on va aller un peu plus loin. Finalement, ils détruisent la maison et ils découvrent 2073 corps. Donc, l'oubli, je ne sais pas si moi je le verrai de mon vivant, mais ce n'est pas quelque chose qui est fini. Et je suis allée à l'enterrement. Donc j'étais avec ma fille, on est partis toutes les deux. Et ma fille, elle a à peu près l'âge que j'avais moi pendant le génocide. Et on est assis, il y a 5000 personnes, plus ou moins. Donc il y a les cercueils qui arrivent. Et il y a 5 cercueils. Il y a 2 grands cercueils et 3 petits cercueils. Elle me dit, mais maman, pourquoi il y a des petits cercueils ? Je dis, mais parce que souvent les enfants, on les enterre dans des petits cercueils. Et je vois que dans sa tête, elle essaie de faire le calcul. Et donc, sur l'oubli, moi, j'ai envie de dire ce qui s'est passé en 3 mois, le 1 million de morts en 3 mois, 30 ans après, nous, on n'en est pas au bout. Pour pouvoir se dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, justement ? Est-ce qu'on va vers l'oubli, est-ce qu'on va vers la réconciliation, etc. Et est-ce que... Moi, je ne comprends pas ce mot, mais il y a des gens qui te disent, qui te parlent de pardon. Est-ce que, justement, pour moi, ce n'est pas possible de pardonner à ceux qui ont fait ça, et en particulier à ceux qui ont dénoncé ta famille. Qu'est-ce que tu en penses quand on te dit qu'il faut pardonner ? Alors,
souvent, moi je dis beaucoup pardon, mais généralement, là, en venant ici à Montparnasse, il y avait un colis abandonné, donc on était serrés dans la... Et 2-3 fois, j'ai cogné ma valise contre les gens, je leur dis pardon, excusez-moi. Mais c'est moi qui demande pardon. Mais moi, personne ne me demande pardon. Nous, on ne demande pas pardon. On nous dit... Personne ne t'a jamais demandé pardon. Personne ne m'a jamais demandé pardon. Nous, on nous dit, il faut oublier, il faut passer à autre chose. Arrête d'en parler, ça remue des... Je suis psychologue et je reçois des personnes qui me disent oui, mon médecin il m'a dit ça fait 6 semaines et normalement là je devrais aller bien. Je dis moi ça fait 30 ans. Je vais dire c'est le pardon. Je trouve qu'il y a quelque chose qui voudrait dire que c'est finalement acceptable. Ça rentre dans la catégorie des choses habituelles sur lesquelles on se demande pardon. Il faudrait la possibilité d'une conversation pour décider ensemble avec ceux qui nous ont tués, est-ce que c'est pardonnable? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est pas, quand je suis allée au Rwanda, donc avec le président Macron, quand je suis revenue, tous mes amis m'ont dit « Alors, comment les Rwandais ils l'ont vécu ?» Mais je leur ai dit « Mais vous, comment vous l'avez vécu? Pourquoi le président Macron il va au Rwanda en 2021 pour reconstruire les relations ?» Et on me dit, mais non, mais de toute façon, c'est toujours plus compliqué. Tu veux dire que la France est complice ou... Je dis, non, moi, je veux rien dire, mais je veux savoir, vous, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous posez des questions? Vous savez, le 27 avril, ce gouvernement donc intérimaire, qui n'est validé par aucune institution, est validé par la seule France. Et le 27 avril, ils viennent en France rencontrer le président Mitterrand et le gouvernement et trouver des armes. Il y a le directeur de la radio, etc. Si à ce moment-là, on leur avait dit... La radio Mille Collines. La radio des Mille Collines. Qui a joué un rôle majeur dans le... Il faut préciser, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas cette... Peut-être dire un mot sur Mille Collines. Au Rwanda, et c'est encore le cas, la radio, elle tourne en boucle. C'est par là on passe les communiqués pour les gens qui sont décédés, quand on a perdu un portefeuille, etc. Mais aussi l'idéologie politique. Et la radio des Mille Collines, elle encourageait les tueurs à tuer. Donc il leur disait tuez-les tous, venez nous réjouir, tous ils sont terminés. Il leur disait fouillez dans les plafonds, est-ce que vous avez aussi regardé dans les armoires? Moi, il y a un dimanche, je m'en souviens très bien, j'entends la messe du dimanche. Et dans la messe, le prêtre, il dit tuez-les, Dieu vous pardonnera. Et donc, cette délégation qui arrive en avril, mais c'est vraiment le 27. Alors moi, parce que je ne peux vous partager que mon expérience, si le 27 avril, ils leur disent coupez la radio, mais peut-être qu'à Boutaré, ça ne prend pas, peut-être qu'à d'autres endroits, ça ne prend pas, et peut-être que ma mère serait encore là. Ouais, donc, quand je parle avec... mes amis, parce que moi je continue de raconter, parce que je trouve que justement c'est une conversation qu'on n'a pas eue. Et ils m'ont tous dit oui, mais c'est une histoire rwandaise, ça ne nous concerne pas. On a parlé de la justice, on a parlé de la paix. On a parlé de la mémoire, on a parlé de l'oubli. Est-ce qu'il y a un lien, selon toi, entre la paix politique, la paix civile et la paix intérieure? Je pense qu'il faut être dans... Quand on voit dans les films les soldats qui rentrent chez eux et qui ont des troubles post-traumatiques, moi je me dis qu'ils les ont parce qu'ils sont rentrés chez eux. Parce qu'ils ont un espace où c'est possible, où ils sont en paix. Et je pense aussi qu'à l'inverse est possible, que pour retrouver la paix, il faut vivre il faut avoir cet espace où il y a aussi la paix politique ou sociétale. Moi, je sais que pour ma part, et je ne vis pas à côté de mes bourreaux, je suis loin, j'ai reconstruit une famille, etc. Moi, je me sens profondément en paix.
Il y en a qui disaient dans les rencontres, ils parlaient de la paix des cimetières, ou quand on dit la paix éternelle. Je ne suis pas passée très loin de la mort et ce que j'aimais, à un moment donné, moi, de ma vie, je connaissais plus de gens morts que de gens vivants. Moi, ce qui me met en paix, personnellement, c'est d'être en vie. Tous les soirs, je me couche, je ne suis pas en paix. Je suis en vie. Je me lève le matin et c'est aussi parce que j'ai la paix dans ma famille, j'ai la paix dans le... je vis dans un endroit que j'adore en Bretagne, où c'est totalement calme. Voilà. C'est beau, je ne suis pas au milieu des bombes. Donc oui, je pense que d'une certaine façon, c'est lié. Et est-ce que c'est possible de faire la paix pour ceux qui sont restés et qui vivent encore au milieu de leurs bourreaux? Je pense que c'est vraiment demander un peu l'impossible. C'est déjà, moi je trouve, d'une certaine façon, une torture supplémentaire que de vivre au milieu des bourreaux. Là, je vous parle de la fosse commune dans ma région natale, mais c'est 30 ans après. Donc imaginez tout ce qui se passe tous les ans. Et c'est une histoire qui n'arrive pas au-delà du Rwanda, mais on découvre les fosses communes. 1 million de morts, moi je ne voyais pas ce que ça représentait, je t'en parlais hier, mais j'ai été à Auschwitz pour les 60 ans de la libération des camps, et il y a un endroit qui me marque, parce qu'à chaque fois que je pense au mot génocide, c'est cette image-là, moi, qui me vient. Il y a une salle où il y a une baie vitrée qui va du sol au plafond, il fait plusieurs mètres. Et à cet endroit-là, il y a beaucoup de choses, mais il y a des fauteuils roulants, il y a des béquilles, il y a des... Et moi, quand j'étais devant cette main, je me suis dit, mais... Et je réfléchissais dans ma tête, qui je connais qui est en fauteuil roulant? Ben, je ne connais personne. Qui je connais qui a un frère, une sœur, une mère ou quelqu'un qui... Et j'essaie de trouver dans ma tête. Mais je me disais, mais combien de personnes il faut tuer pour ramasser autant de fauteuils roulants? Et c'est le seul moment où ça m'a frappé à quel point, en fait, il en faut des millions pour en arriver là. Et ça a mis aussi cette image-là dans ma tête du million de morts du Rwanda. C'est pas que ma famille, mais c'est plein. Donc ce million-là, il est toujours sous les terres. Ils font des mémoriaux où on va et il y a 200 personnes, ils entassent les cercueils, les rescapés, ils passent, quand ils découvrent les corps comme ça, ils vont ramasser les ossements à la main, ils les lavent, ils les enveloppent bien, et ça, c'est leur vie de tous les jours. Donc, trouver la paix, je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'églises évangélistes. Donc la plupart, ils deviennent évangélistes et ils s'en remettent à Dieu, d'une certaine façon. Mais c'est difficile de s'en remettre à Dieu après ce qu'on vient d'entendre. Et après ce que tu nous as raconté en particulier, je trouve. Oui, moi, mon deuxième livre, il s'appelle « Même Dieu ne veut pas s'en mêler ». Mais ça, c'était une expression de mon grand-père. Ma grand-mère était très croyante. C'était la première génération à être évangélisée au moment de l'arrivée des prêtres catholiques au Rwanda. Et ma grand-mère ne jurait que par Dieu. Ma mère était très chrétienne, etc. Et mon grand-père, il disait à ma grand-mère, mais si ton Dieu avait voulu s'en mêler, il ne se serait pas perché si haut. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je ne m'en remets pas en Dieu. Moi, je ne sais, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une force. Je ne sais pas, j'ai été élevée dans une famille catholique, j'ai été baptisée à la naissance, j'ai même fait baptiser mes enfants parce que la conscience n'en veut que... Mais je suis... Il y a une église au Rwanda qui est devenue un mémorial, qui est à l'est du Rwanda. Je vous ai déjà raconté la mort de 5000 personnes dans l'église Abtaï, mais cette église-là particulièrement, quand on y va, ils l'ont laissée en état. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils l'ont laissée en état. Et quand les personnes se sont réfugiées à l'église, c'est parce qu'en fait, ils se disaient qu'on ne peut pas tuer dans l'église. Et dans cette église, les familles ont mis les enfants les plus jeunes vers le mur du fond, parce qu'il y avait beaucoup de
personne. Et donc aujourd'hui, quand on y va, il y a tous les habits, les ossements, enfin, c'est resté en l'état, et il y a des tout petits os là-dedans. Et ça, c'était les bébés que les tueurs, ils ont tués en les éclatant au mur. Et oui, je ne sais pas où était Dieu, mais très loin. Il n'était pas là. Oui. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. On va peut-être échanger avec la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui tourne? Voilà. Donc si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, il y a un micro qui... Voilà, monsieur. Voilà. Donc je suis très ému, mais je voudrais vous dire une chose surtout, c'est que vous nous avez fait un cadeau magnifique. Ce témoignage est vraiment m'a bouleversé. Voilà, je voulais vous le dire aussi, comme avait été bouleversé votre fils. Voilà. Merci. Je suis très émue aussi. Parlez dans le micro, madame. Merci. Je voudrais savoir, vous dites que vous ne pardonnez pas, et ça je le comprends, est-ce que vous avez de la haine envers les Hutus? Alors, ça je peux vous le dire de manière très catégorique, non, je n'ai pas de haine. Parce que j'ai vu ce que la haine fait faire aux hommes, et c'est vraiment un sentiment qui ne sera jamais le bienvenu. Et je le répète, je suis allée dans les écoles, je le dis, moi, quand j'entends quelque chose d'un peu limite, à une table, tant pis, si ça met tout le monde mal à l'aise. Non, je n'ai pas de haine et je pense que c'est un poison dont il faudrait se garder parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Merci pour votre témoignage. Vous dites que les gens se détournent de vous quand ils savent. Qu'est-ce que vous attendrez d'eux? Comment peut-on réagir? Qu'est-ce qui pourrait vous aider quand les gens se détournent? Par ailleurs, Annick a plein d'amis. Hein. En fait, moi, je vous partage ça parce que je pense que on le vit tous quand on a vécu un moment difficile, etc. Les autres ne savent pas comment nous approcher. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à le faire. Dans d'autres cultures, quand on part quelqu'un, enfin, sauf le Rwanda qui a vraiment décidé de tout annuler, mais c'est revenu aussi, on s'entraide. Quand il y a... moi, je dis toujours, et je le fais, moi, quand je connais quelqu'un, alors même des gens que je ne connais pas, des fois ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive, elle? C'est pas grave, je fais une soupe et je le ramène. Je fais les courses et je ramène quelque chose. Je dis bonjour quand je les croise et je leur demande comment les personnes vont. C'est pas de ma faute, mais c'est de la faute de personne en fait. C'est ce que le trauma il fait. C'est ce que cette histoire de génocide, de déshumanisation crée
ça crée un fossé entre nous et les autres qui blesse aussi les autres, qui blesse la relation qu'on aurait pu avoir, etc. Donc moi, je dis beaucoup à ceux qui ont été blessés, ne les lâchez pas, restez connectés, mais à ceux qui sont prêts, les toutes petites choses sont importantes. D'envoyer un livre, mais de rester en lien, un message, ou voilà, de ne pas se dire, souvent on me dit oui, non mais je ne veux pas lui en parler parce que ça va lui rêver. On y pense tout le temps. On y pense tout le temps quand on a perdu son enfant, on y pense tout le temps quand on vient de perdre son parent, on y pense tout le temps quand on perd son conjoint, on y pense tout le temps. Ça ne vient pas réveiller quelque chose, mais par contre, comment tu vas, un sourire, je t'ai vu, c'est beaucoup. Et sur ce que tu disais sur la fin de vie aussi, oui. Cette dame que tu as accompagnée, tu peux peut-être raconter ça parce que... Oui, j'ai accompagné récemment une dame qui est décédée. Elle était enterrée vendredi, là, quand je suis arrivée. Et en discutant avec elle et avec sa famille, ce que je me rendais compte, c'est que comme on sait que la personne va mourir, on est tétanisé. Et moi, tout ce que je leur disais, c'est en fait, elle est encore là. Et je discute avec sa fille et je lui dis, écoute, tu vas m'excuser, mais je veux vraiment te parler comme je le sens, je vois que tu es mature et tu es grande, c'est une chance d'accompagner les siens. Profite de ta maman. Demande-lui comment elle t'imagine, ça va m'émouvoir parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup émue, quand tu auras 25 ans. Parce que finalement, ces choses-là, on peut aussi les vivre dans ce qu'on se raconte, dont on rêve. Et effectivement, je suis émue, et on peut être ému, et je pense que c'est OK, mais c'est... moi, je trouvais que c'était une grande confiance que... Et en fait, évidemment, cette dame qui avait presque mon âge et qui laisse des enfants qui a l'âge des miens, évidemment que ça me touche. Et je discutais beaucoup avec elle, et on se parlait des choses... pas importante. On a beaucoup rigolé. Je lui ai raconté un peu mes histoires. Elle m'a raconté. Elle voulait juste qu'on continue à lui parler comme elle. Parce qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, mais justement, elle avait ce temps-là et il était précieux. Voilà. Ah, je crois qu'il y a encore 2 mains qui se lèvent. Moi, j'ai envie de revenir sur la notion du pardon, oui. et sentir que vous témoignez d'une très belle démarche de pardon dans la mesure où vous n'utilisez plus le passé pour vous empêcher d'être heureuse. C'est une forme de pardon ? Oui. C'est le pardon tel que... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Miguel Ruiz, qui a transmis ce protocole de pardon à Olivier Clerc et qui organise des cercles de pardon. Et c'est de comprendre en fait que le pardon, c'est à soi qu'on le fait, c'est pas aux autres. Oui. Et quand on continue éternellement à utiliser des personnes, des situations du passé pour entretenir ce qui nous empêche d'être libres, oui, et heureux, on se fait du tort à soi-même. Est-ce que vous témoignez de cette transformation, de cette mutation qui vous permet aujourd'hui d'être heureuse? Et c'est à vous que vous avez pardonné d'une certaine façon de ne pas de cesser d'utiliser ce qui nous a fermé le cœur. Oui, alors je ne sais pas si je me suis pardonnée à moi, parce qu'en fait moi-même je ne me veux pas du mal, hein, donc généralement je me traite plutôt bien. Non, mais par rapport à au bourreaux... Ce que je peux dire, c'est que j'ai accepté peut-être que les choses ne soient pas comme elles auraient pu être.
mes parents, moi je suis née grande prématurée. Et donc quand ma mère elle a accouché à 6 mois, on habitait à un endroit qui aujourd'hui est un parc qui est très prisé pour les safaris. Donc c'était vraiment dans la savane. Et mon père, malgré qu'il était médecin, il n'y avait aucune possibilité qu'il m'amène à aucun hôpital. Et d'ailleurs, je pense que s'il y avait des couveuses, il y en avait peut-être 2 dans le pays en 79 quand je suis née. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et il s'est dit, elle ne va pas survivre. Ils pensaient tous les deux que je n'allais pas survivre. Et puis, il s'est rendu compte que je respirais. Et ma mère, elle s'est dit, alors si elle respire, moi, je vais lui faire tout le reste. Et je vais la garder au chaud. Et elle m'a gardée contre elle. Elle m'a nourrie à la petite cuillère. Et elle n'arrêtait pas de dire à mon père, mais elle ne pleure pas. Donc elle ne savait jamais quand j'avais faim, etc. Et mon père, il lui disait, et c'était devenu une grande blague même quand j'étais enfant, en Kinyarwanda, ça se dit « Nauda shinkangwarabina ». C'est un proverbe qui veut dire « Si tu ne peux pas poser sur les pieds, tu ne peux pas te lancer dans une danse enflammée ». Et moi, j'accepte que, oui, si je peux respirer, je peux peut-être pas faire une danse. Mais en fait, si j'arrive à marcher, et ben plus tard, j'arriverai à courir. Plus tard, je considère que j'ai une vie et que, je ne vais pas dire que je l'ai chèrement payée, mais bon, chaque seconde, je la vis bien. Je suis née dans une famille qui m'aimait. Nos parents ne voulaient qu'une chose, c'était qu'on vive, qu'on grandisse. Exactement ce que je souhaite pour mes enfants. Donc, ce n'est pas que j'utilise le passé, je sais aussi d'utiliser ce qui était à nous, ce qui nous caractérisait, ce qui caractérisait ma famille. Mes parents étaient des personnes plutôt joyeuses, plutôt tranquilles. Et peut-être la seule chose que j'essaie, c'est d'enlever, même si je deviens émue, etc., de ne pas faire de ma vie ce qu'ils ont voulu en faire. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase hier, mais je ne m'en souviens plus, il ne faut plus faire ce qu'on nous a fait de nous, quelque chose comme ça. Oui. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de me rappeler autant que possible ce qui nous appartenait, ce qui nous caractérisait, et de partir de là. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que vous vouliez être médecin, petite. Si j'ai bien compris, vous êtes psychologue aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est une façon aussi de réparer aussi les vivants, comme disait Tchekhov? Est-ce que c'est aussi une façon de donner aux autres ou d'aider les autres, voilà. Est-ce que ça a à voir avec votre histoire? Alors, au début, moi, j'avais fait des études de sciences politiques et j'ai repris des études de psychologie après la naissance de ma deuxième enfant, donc de ma fille. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je vais peut-être en citer qu'une. C'est que moi, quand je suis arrivée enfant, j'ai l'impression que c'était déjà décidé d'avance que je n'y arriverais pas, mais à rien. Que le trauma était beaucoup trop fort pour que je fasse quelque chose de ma vie. Et ça me terrorisait. Je cherchais des livres pour savoir, je vous ai dit, comment les autres ont fait. Et je ne trouvais pas. Et je lis des livres, et souvent, les mères comme moi, ou comme ma mère, dans les livres, on dit qu'il y a une génération silencieuse, que les gens ne parlent pas, etc., mais les enfants racontent un peu ce qu'ils ont vécu des leurs. En tout cas, moi, ce que je lis beaucoup, c'est que ces mères, ça deviennent des mères alcooliques, violentes, dépressives, etc. Et je suis devenue aussi psychologue pour, moi, accompagner les personnes différemment. En fait, quand on a vécu un trauma, on a déjà vécu le plus dur. On a de la force, on a du courage, on a de l'empathie, parce que ce qui nous fait du mal, c'est ce qui est arrivé aux autres. Et surtout, moi, je crois qu'on a une très grande patience et que c'est une grande qualité. Et
j'y crois parce que je le vis, mais je crois qu'il faut aussi nous aider, nous le dire et s'accompagner. Et j'ai repris les études de psycho pour soigner l'autre, je ne sais pas, mais pour partager l'idée que la vie, ça vaut le coup d'être vécue, qu'on a été blessé, mais que justement, quand on arrivera à reposer le pied, et peut-être qu'au bout d'un certain temps, on pourra redanser. Merci beaucoup.